Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire. Et ce sont ces histoires, piquantes ou vertigineuses, que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine, je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffose et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Pour cette année, ça fait combien? 200 000 de cas, monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. Récolter du nickel, du cobalt, voire de l'or comme on récolte du blé. Ce serait formidable, non ? Eh bien, c'est possible. C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Car certaines plantes ont ce pouvoir, celui d'extraire les métaux contenus dans le sol avec leurs racines, de les faire remonter dans leurs tiges et leurs feuilles et de les stocker. Les agronomes l'ont bien compris et les expériences sont en train de se multiplier de par le monde. Les plantes magiques. Elles donnent des super pouvoirs? Des super pouvoirs au sol, oui. Bien sûr, vu les besoins mondiaux en métaux, on n'est pas prêt de fermer les mines industrielles, non. Mais cette agriculture d'un genre nouveau permettrait par exemple de valoriser des terres délaissées, de dépolluer les alentours d'anciens sites industriels et de produire tout de même plus d'une centaine de kilos de métal par hectare dans certains cas, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, ces plantations commencent à faire des envieux. Et d'où vient cet argent, Lâchez-moi, hein. Allez, lâchez-moi, hein. Notre journaliste Jean-Baptiste Verriras a mené l'enquête auprès de ces agriculteurs pas tout à fait comme les autres. Jean-Baptiste, récolter du métal à l'aide de plantes, ça paraît assez extravagant comme idée, non ? Oui et non, en fait, parce que ce n'est plus si extravagant que ça. Car certaines plantes sont capables d'absorber, de pomper en grande quantité les métaux présents dans le sol, comme par exemple le nickel, le manganèse, le cobalt, le zinc aussi, le cuivre par exemple. Et donc elles absorbent avec les racines ces métaux qui sont présents dans les sols et les stockent ensuite dans leurs feuilles et dans leurs tiges, sans pour autant que ça les empoisonne. Parce que les métaux sont souvent des poisons pour les organismes vivants. Et ces plantes, donc, qui sont capables de telles prouesses, on les nomme des plantes hyperaccumulatrices, du fait qu'elles accumulent des métaux de façon anormale par rapport aux autres plantes. Mais dis-moi, ces plantes ne vont quand même pas remplacer les mines de cobalt ou de nickel ? Non, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles, dans les mêmes quantités. Là, on parle généralement pour ces plantes de quelques grammes de métal par kilo de feuilles sèches ou de matière sèche. D'ailleurs, quand Jean-Louis Morel, l'un des pionniers du domaine à l'Université de Lorraine, a débuté, a lancé cette idée d'une agriculture minière, les gens lui riaient au nez. On était vraiment très très loin de ce que pouvait produire une mine. Sauf que 30 ans plus tard, vu la flambée des cours de métaux, vu la pression sur les émissions de CO2 de l'industrie minière, vu l'amélioration des rendements de ces cultures de métal, grâce notamment aux travaux de Jean-Louis Morel et de ses confrères, cette agriculture minière, elle commence à intéresser sérieusement l'industrie et à s'imposer comme une véritable filière alternative. C'est un travail très fatigant, mais ça en vaut la peine. C'est un très bon filon ici. Elle a aussi l'avantage, cette agriculture minière, d'avoir un double effet. Avec un effet, ce double effet, il est bénéfique puisque en absorbant le métal du sol, ces cultures le dépolluent, enlèvent le métal petit à petit du sol. Donc en fait, ces plantes sont aussi, et ces cultures, une solution pour dépolluer les sols riches en métaux. Et c'est d'ailleurs comme ça que cette agriculture minière est née, avec un double objectif, récupérer du métal et dépolluer les sols. À l'Université de Lorraine, l'agronome Catherine Sirguet est spécialiste de l'extraction du métal par les plantes. Une pratique qui tire son origine de la prospection minière et dont les scientifiques français sont aujourd'hui à la pointe. En fait, c'est extrêmement vieux parce que c'est 1860 à peu près, les premières observations. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à la base, on a remarqué qu'il y avait des plantes, même sur des sites où il y a des gisements de métaux. Et en fait, ce sont les géobotanistes qui ont utilisé d'abord ces plantes
pour leur indiquer où étaient les gisements. Et derrière, on faisait des études plus approfondies pour voir quel type de métaux et en vue d'une exploitation minière des métaux. Et puis, des premières analyses ont été faites et on s'est rendu compte qu'il y avait des métaux qui étaient absorbés par les végétaux. Elles ne sont pas seulement indicatrices de la présence de métaux dans les sols, mais elles sont capables aussi d'accumuler les métaux. Et à partir de là est venue, en effet, fin du XXe siècle, eh bien, des premières études pour dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas finalement utiliser ces plantes pour non plus uniquement pour nous indiquer où est-ce qu'il y a des métaux dans les sols, mais cette fois-ci pour nous aider à dépolluer des sols. Et c'est là que Rufus Cheney notamment a commencé à développer beaucoup de travaux, mais également Steve McGrath en Grande-Bretagne, donc plusieurs chercheurs, et en France, Jean-Louis Morel et donc Christophe Schwartz et Guillaume Echevarria, qui ont, on va dire, sont des pionniers, dans l'étude de ces plantes avec vraiment un caractère très particulier. Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut cultiver du métal partout, sur n'importe quel sol ? A priori oui, mais il vaut mieux le faire sur des sols riches en métaux. Et de tels sols existent, ils portent le nom de sols ultramafiques. C'est des sols particuliers que l'on trouve un peu partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Australie et même en Europe, notamment en Albanie et en Grèce. Et ils représentent au total, ces sols, 150 millions de kilomètres carrés, ce qui offre autant de terres exploitables pour cette agriculture minière dans le monde. Et alors, est-ce qu'il y a des expérimentations agricoles en cours un peu partout dans le monde ? Oui, depuis quelques années, des premières mines agricoles expérimentales, des premières fermes à métaux sont apparues en lien avec des laboratoires de recherche. On en trouve en Malaisie. On en trouve aussi dans le sud de l'Europe, en Albanie et en Grèce, notamment, où le chercheur qui suit ces essais m'a confié que les dernières récoltes avaient permis d'obtenir 150 kg de nickel par hectare à partir de 10 tonnes de plantes. Donc c'est assez impressionnant, d'autant qu'il pense être en mesure de doubler, voire même de tripler ces quantités de métaux dans les années qui viennent, en optimisant vraiment toute la chaîne de la culture jusqu'à l'extraction du métal. Ce qui est aussi impressionnant, c'est les prédictions que font ces chercheurs. Ils estiment qu'en cultivant 10% de ces terres ultramafiques uniquement en Grèce, juste les terres ultramafiques de la Grèce, donc ces terres riches en nickel, les agriculteurs pourraient atteindre une production annuelle de 40 000 tonnes de nickel. Au cours actuel du nickel, cela représenterait une centaine de millions d'euros. C'est pas rien. Ah oui, effectivement, on comprend que ça puisse susciter des convoitises. Oui, d'ailleurs, des plantations se sont faites piller en Albanie cette année, ce qui est quand même assez stupéfiant. Alors, c'est pas la ruée vers l'or, mais c'est véritablement la fièvre du métal vert. Et alors, du coup, j'imagine aussi que ces sols, une fois débarrassés de leur nickel, seront aussi plus intéressants pour les agriculteurs locaux, non ? Tout à fait. On peut imaginer, enfin c'est ce qu'estiment les chercheurs, qu'après une dizaine, voire jusqu'à 30 ans de ces moissons de nickel, ces cultures auront assaini la terre jusqu'à 1 mètre de profondeur, suffisamment pour ouvrir la voie à des pratiques plus classiques d'agriculture. Donc il y a un double bénéfice. À l'Université de Lorraine, l'agronome Catherine Sirguet nous explique comment, concrètement, se passe la récolte de métaux via les plantes. Depuis le repérage d'un site pollué au zinc ou au plomb, par exemple, jusqu'à l'extraction de ces métaux après incinération des feuilles et des tiges. Aujourd'hui, on a des possibilités d'analyse qui sont quand même exceptionnelles. Ce sont des appareils portatifs micro-XRF qui nous permettent de doser directement les teneurs en métaux dans des tissus végétaux ou dans des sols. Et donc, quand on fait de la prospection, eh bien, on vient avec notre analyseur. Ça ressemble à un pistolet, c'est assez rigolo. Hein.
ressemble un peu à des cow-boys quand on se ramasse sur le terrain avec ça. Et on vient et on cible soit des végétaux, soit des sols. Et tout de suite, on a le résultat, en fait. On voit tout de suite s'il y a une anomalie ou pas. Et ça nous permet de dire, ah bah là, on va peut-être aller plus loin, on va faire des prélèvements, etc., etc. En fait, actuellement, on a un chantier qui est en cours. J'ai un doctorant qui travaille là-dessus, justement, qui, lui, développe des méthodes d'optimisation de la phytoextraction, notamment du zinc, du plomb. Donc, on crée des petites mottes, voilà. Puis après, on vient transplanter nos petites mottes. C'est un petit travail de fourmi quand on fait ça. On utilise le paillis pour limiter les mauvaises herbes et après on désherbe à la main. Et on vient récolter uniquement les parties aériennes. Et ces parties aériennes, on va d'abord les sécher et une fois qu'elles sont séchées, en règle générale, elles sont brûlées. Donc alors évidemment, elles sont brûlées dans des dispositifs qui sont prévus pour gérer des biomasses qui sont contaminées en métaux, donc avec des systèmes de filtration pour empêcher qu'il y ait des particules qui puissent s'échapper vers l'atmosphère. Et ce sont les cendres qui peuvent être valorisées pour extraire les métaux. Et c'est là où je cède la main à mes collègues du génie chimique qui, eux, ont développé des méthodes d'hydrométallurgie pour extraire les métaux à partir de ces végétaux. Donc à partir des cendres qui sont produites. Cette fortune est inépuisable. Oh, tu ne peux pas t'imaginer à quel point. Je sais d'où tu la tiens. Ah, ça alors, si tu le savais, tu n'es pas toré. Et à quoi servent les métaux une fois qu'ils ont été extraits, Jean-Baptiste ? Dans le cas du nickel, par exemple, les cendres de ces plantes sont donc traitées chimiquement pour obtenir des sels de nickel. Alors, ce n'est pas des lingots de nickel, justement, mais des sels, c'est-à-dire une forme de nickel particulière, mais qui présente un intérêt pour des industriels, notamment du verre ou de la céramique, car ce sel permet de colorer les objets, soit en gris, en noir, voire en mauve. On a un exemple avec la célèbre cristallerie Dôme à Nancy, qui a déjà fabriqué des petits objets ou coloré en tout cas ces petits objets à partir de ce métal biosourcé, ce qui leur permet de répondre aux nouvelles normes environnementales, notamment édictées par l'Union européenne, mais aussi de répondre aux préoccupations des clients soucieux de préserver l'environnement. Il est l'heure de se réveiller. Monseigneur, il est 8h. Oui. Allez, la question me brûlait les lèvres depuis le début et je l'ai posée à Catherine Sirguet, agronome à l'Université de Lorraine. Est-ce qu'on pourrait imaginer extraire de l'or des plantes ? Alors, on peut imaginer, il y a des premiers travaux qui ont été faits, et je sais que mes petits camarades sont allés en Guyane notamment, et ils sont allés en Guyane avec le petit pistolet XRF portatif, en se disant, il y a peut-être quelque chose. Mais en fait, l'or, c'est quand même un métal qui est extrêmement lourd et très peu mobile dans les sols, très peu disponible. C'est quand même très compliqué pour que des plantes le prélèvent sans qu'on aide la plante, en fait. En Nouvelle-Zélande, il y a eu des travaux qui ont été menés où eux, ils ont apporté des produits cyanurés au sol pour augmenter la mobilité et augmenter le transfert. Mais derrière, ça pose le problème de ces composés et de la toxicité de ces composés. Et en fait, en réalité, jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé de plantes au milieu naturel qui présentent un caractère d'hyperaccumulation de l'or. Donc, je suis désolée pour les orpailleurs, mais ils ne s'enrichiront pas en détruisant la forêt amazonienne parce que non, il n'y a pas d'hyperaccumulation de l'or. Bon, Jean-Baptiste, je crois qu'on ne fera pas de bijoux issus de l'agriculture minière. Hein ? Non, certes, il n'y aura pas de lingots d'or ni de lingots d'argent. En revanche, il y a des produits de beauté qui pourraient exister grâce à ces métaux biosourcés. On pourrait aussi se soigner grâce à ces métaux parce que, encore une fois, comme pour les produits cosmétiques, ces métaux extraits des plantes
pourrait permettre d'obtenir des catalyseurs métalliques qui permettent de créer ces médicaments ou ces produits de beauté. Il y a d'ailleurs une équipe qui travaille sur ces aspects-là depuis 10 ans à Montpellier et qui a déjà développé une palette assez impressionnante d'éco-catalyseurs à partir de ces plantes hyper accumulatrices. Et puis, il reste encore beaucoup de plantes à découvrir et donc beaucoup d'utilisations à imaginer. Incroyable plante. Après nous avoir nourris, après nous avoir soignés, après nous avoir même fourni du carburant, elles vont désormais nous approvisionner en métaux. L'agriculture minière est née. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.